Pendant 20 ans, en effet, il y a eu une action sur le quartier de réhabilitation du quartier. Donc, sachant que c'est des copropriétés, ce n'est pas du locatif, mais c'est bien des propriétaires. C'est vrai que la fin, ça a été, par contre, sur les lieux publics. Ces lieux publics, ça a été la création d'une aire de jeu, puis la réhabilitation de tout un pré, on va dire, c'était en état de pré. Et ça a permis de créer des lieux de rencontre des personnes du quartier, de façon très positive. Les mamans, elles se posent dans le parc, alors qu'avant, il n'y avait pas de lieu où les personnes pouvaient se poser. Et ça, je trouve que c'est vraiment positif. Donc ça, c'est tout ce qui est réhabilitation. Par contre, ce qui est en complément par rapport aux copropriétés, parce que du coup, oui, il y a eu beaucoup d'argent d'investi, hein, on a mis en place un accompagnement des copropriétaires. Parce que il a été constaté finalement qu'il y a eu beaucoup d'argent mis dans les bâtiments, dans la réhabilitation du quartier, mais que finalement les propriétaires ne prenaient pas forcément en charge leurs biens. Donc il y a un complément qui s'est mis en place entre la ville, le centre social et le pacte ARIM qui est associé pour accompagner les propriétaires dans leur rôle de propriétaire. Effectivement, comme l'a dit Véronique, sur mes yeux, là, c'est de l'argent public qu'on l'a mis dans du privé. Et je pense que sur mes yeux, maintenant, le grand défi que nous avons, c'est de continuer ce qui a été fait de façon à ce que cet argent ne soit pas perdu complètement. Moi, dans la continuité, par rapport au quartier de Prenay, il s'est fait un travail monstre au point de vue de réhabilitation, ça fait depuis 15 ans, aussi bien sur les espaces extérieurs, sur les logements aussi, de la part des bailleurs, et puis sur le plan social. Et c'est vrai que ça a transformé complètement le quartier. Et ce que je voudrais dire surtout, c'est que c'est absolument nécessaire, vous voyez, qu'on puisse toujours maintenir ce quartier dans l'état où il est. Parce que depuis 15 ans, il est beau. Depuis 15 ans, il est beau. Et il faut qu'il reste beau. Et pour qu'il reste beau, il faut qu'il y ait des moyens, pas colossaux bien sûr, mais il faut qu'il y ait des petits moyens qui permettent justement de faire que des petits aménagements. On fait régulièrement avec les bailleurs, avec le centre social, des diagnostics en marchant, et on s'aperçoit avec les gens qu'il y a des petits problèmes. Et il faut qu'on puisse tout de suite avoir une solution pour ces petits problèmes. Les aménagements des abords de tous les bâtiments ont été refaits. Il y a eu des plantations de fait. Et maintenant, actuellement, on n'arrive pas à faire voter pour entretenir. Hein. Alors, on a mis de l'argent au départ, et maintenant, on remet de l'argent pour enlever ces plantations. C'est quand même un petit peu embêtant, quoi. Hein. Donc, effectivement, le pacte ARIM suit un petit peu tous les problèmes de charges et tout. Les charges locatives, on dit bien aux locataires, oh, vous avez de la veine, parce que on habite dans un quartier qui est vert, qui est ombragé. Mais vous voyez, il faut absolument qu'on puisse toujours conserver enfin cet état. Et ça, c'est parce que aussi bien ça reste en l'état, mais ça se dégrade très 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 vite. Et bon, il y a aussi le problème de la présence des gens aux réunions. Hein. Parce que là, c'est dramatique. Hein. Sur 54 des logements, enfin 54 logements, vous avez 3 personnes qui viennent. Bon, effectivement, le syndic, il a beau essayer de faire quelque chose, on n'a pas la majorité, on n'a rien du tout. Quoi. Dans les assemblées générales, il y a un frottement très important. On a aussi une difficulté, c'est de stabiliser les enfants dans le quartier de manière à faire en sorte qu'ils ne vivent pas le quartier comme une zone de non-droit où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et dans ces deux aspects-là, il me semble qu'on manque cruellement d'une profession qui a existé, qui est l'agent de développement. On a des chargés de quartier, des chargés d'animation, mais ils n'ont pas cette capacité-là, qui est une capacité quand même de diagnostiquer auprès de, par exemple, des copropriétaires, le besoin de se former, mais tout doucement, etc. Et si on ne fait pas cette formation-là petit à petit pour leur expliquer ce que c'est aujourd'hui le développement de ces quartiers, ils n'y viendront jamais. Moi, je pense que ces équipements de proximité, ils ont quand même un rôle vraiment important, en plus sur les territoires à mixité sociale, parce que l'agent de développement, c'est vraiment celui qui va faire lien avec la ville, comme les gens disent, et le quartier. Et du coup, c'est vraiment pour éviter le repli. En réhabilité coin, on pourrait se servir de ces territoires-là avec des espaces de jeu très ciblés
petits-enfants, pré-ados, ados et multipliés. Plein de mères de famille, plein de pères de famille. Et malheureusement, la présence publique sur ce type d'activité est très pauvre. Aussi bien les copros que les nouveaux territoires un petit peu pour les enfants, pour leur apprendre à faire société. C'est-à-dire comment on peut faire société. Voilà. Et ça, faire société aujourd'hui, c'est avoir une capacité de travailler ensemble dans le développement. Sur les problèmes qu'on a eus à Vaux-en-Velin à partir de 89-90, étaient des problèmes. On s'en est sorti. Pourquoi ? C'est parce que vous parliez des élus. C'est qu'un gars comme Maurice Charrier n'a jamais abandonné le quartier. Dans ce que vous disiez, moi je trouve qu'il ne faut pas oublier quand même que cette offre qu'on fait par rapport aux enfants, c'est de travailler aussi sur l'autonomie et l'insertion socio-professionnelle des femmes. Alors je le parle en tant que CIDF, mais je crois qu'on a besoin aussi de ces équipements de proximité et de ces offres pour permettre à des femmes de sortir de leur quartier, d'aller vers l'emploi ou vers la formation pour acquérir une autonomie. Et voilà, je crois que ça c'est vraiment important et ça passe par ces équipements de proximité et cet agent de développement, comme tu le dis, qui est vraiment le lien, qui va permettre le lien social, qui va permettre de réorienter vers l'extérieur. Plus facilement avant, c'était peut-être l'animation de quartier, en fait, où effectivement on allait vraiment au cœur des habitants et on proposait des choses directement sur site. Et c'est vrai que ça se perd beaucoup. Donc, nous, on est association en pied d'immeuble, donc c'est vrai qu'on essaye de le faire depuis des années. Mais par exemple, le centre social qui est sur notre secteur, avant faisait beaucoup justement cette animation de quartier. On les faisait ensemble, d'ailleurs aussi. Et bon, maintenant qu'ils ont déménagé, c'est un peu... on a l'impression que c'est devenu plus institutionnalisé, en fait. Et c'est vrai que du coup, on se rend compte que sur le quartier Coin-Thibaude, ça manque énormément. Nous, on est la seule association de quartier qui essaye de travailler avec les jeunes, avec les familles. C'est vrai que la population que nous, on a, ne va pas au centre social non plus. Donc du coup, c'est essayer de travailler un peu autour de tout ça et c'est vrai que c'est compliqué. Avant, le centre social était plus proche aux habitants, on faisait ensemble les animations, mais depuis, il y avait le personnel qui a changé, les gens qui sont... C'est de là que le centre social est devenu plus... une vraie institution et voilà. Il n'y a plus de lien avec les associations et le centre social. Avant, le centre social, il a ouvert et c'est grâce au centre social que Cannelle et Piment a été créé quand même. Mais là, on voit que depuis le personnel qui a changé, le directeur qui a changé, il y avait plein de personnes. Les animateurs aussi, ils ont joué un rôle très, très, très important pendant 20 ans ou 25 ans. Mais maintenant, ils sont partis et c'est de là que tout a changé. Un élu qui connaissait bien le quartier, le directeur de l'école maternelle et une habitante qui connaissait bien aussi le quartier. Ils ont fait une association et ils ont monté tout un projet avec les habitants qu'elle connaissait et qui a pu être validé par la CAF. Et donc le centre a réouvert, donc centre social, et il y a une équipe, alors actuellement il y a une équipe, alors moi je dis chapeau parce qu'il y a une équipe de professionnels, mais qui sont vraiment... Ils s'aperçoivent de tout ce qui est positif, ils mettent en valeur, et tous les animateurs, ils sont regonflés, vraiment, ça marche très bien. Et en plus, le conseil d'administration, maintenant, puisqu'il faut un conseil d'administration, il s'étoffe de réunion en réunion, parce que petit à petit, les gens donc, sont mis dans le coup et intègrent le conseil d'administration. Et ça, je trouve que c'est très important, parce que le centre social, il faut qu'il soit le reflet du quartier. Je veux dire, il accueille tout le monde, disons. Les choses qu'il ne faisait pas avant. Et maintenant, donc, on voit une amélioration. Mais il y a deux facteurs, là, le personnel et puis les militants, le conseil d'administration qui donne une dynamique. C'est-à-dire l'humain, il est aussi compliqué à travailler que l'urbain. Bon. Plus, excusez-moi. Ouais. Plus. Bon. Nous, on avait à travailler, par exemple, la propreté. Beaucoup de gens en parlaient. On a beaucoup travaillé sur la propreté. Et on a fait un document qui s'appelle Question propreté. C'est un ouvrage qui est maintenant vendu à plus de 3000 exemplaires sur comment faire la propreté dans les immeubles. Question propreté. Alors, on l'a fait avec les gardiens. Et on a mis 10 ans à faire cet ouvrage. Parce que comme on travaille, comme on approche les difficultés, il faut du temps. Et
ne peut pas faire ça en 3 minutes, quoi. C'est-à-dire une mission d'un cabinet spécialisé dans une copro qui va dire, voilà, il suffit de faire que ça, vous faites des réunions ensemble, vous allez avoir une formation financière, vous allez avoir une formation sur le rôle du syndic, si vous pourrez changer de syndic s'il ne vous plaît pas, mais si vous changez de syndic, je ne vous dis pas le cirque que ça va être. Bon, voilà. Donc si vous voulez, c'est des temps, sur des copropriétés comme ça, c'est un temps long, c'est un poste au moins de quelqu'un qui sait faire pendant 1 an et demi. Mais c'est pas, qui va draguer la copro pendant tous les jours, qui va comprendre, qui va mettre en relation les gens avec les autres, les copropriétaires avec les non-copropriétaires, ceux qui sont en habitat social de fait, et qui généralement sont plus primo-arrivants que dans la HLM d'à côté, enfin, etc., quoi. Donc il y a bien un besoin de mettre en route un humain qui est beaucoup plus difficile à travailler que l'urbain. La réalité des besoins, c'est de redonner aux adultes leur place, c'est de redonner aux mères de famille la capacité d'être sur l'espace public et de ne pas être enfermées chez elles par qui que ce soit, y compris les intégristes. Donc c'est ça, le fondamental, c'est ça, c'est de redonner à l'humain tout son sens sur l'espace public, de manière à faire en sorte que l'espace public soit beaucoup mieux occupé qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que malheureusement, il y a très peu de professionnels sur l'espace public. Nous, on a un seul professionnel sur l'espace public, c'est le gardien d'immeuble. Et on en a fait le personnage clé, c'est le nouveau hussard de la République. C'est le gardien d'immeuble. L'attachement au quartier, ça se retrouve beaucoup avec les gens qui ont quitté le quartier et qui reviennent volontiers faire leurs courses parce qu'ils aiment retrouver leurs repères, ils aiment retrouver des gens qu'ils ont connus auparavant. Dans mon quartier, il y a un élément extraordinaire, c'est le marché du samedi matin. Et là, on voit tous les gens qu'on a connus dans son enfance ou qu'on a connus bien avant, qui ont quitté le quartier et qui reviennent. C'est un quartier, c'est vrai, où les gens sont parfois restés quelques années, ils ont transité pour, après acquisition, après progression sociale, ont quitté le quartier, mais ils aiment revenir sur le quartier. Et moi, ce qui m'emplit d'optimisme, c'est de voir ce samedi matin sur le marché de la Duchère, voir toutes les couches de population réunies sur ce quartier qui ont plaisir à se retrouver, quelle que soit la communauté, quelle que soit l'origine. Ça, c'est extraordinaire à voir. Maintenant, c'était très, très bien. On est bien attachés. Il y a toutes les familles qui ne veulent pas quitter. Et en plus, il y a une vraie solidarité entre les familles. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sécurité. Par exemple, quand on travaille le soir jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, en rentrée, franchement, on est tranquille. Et moi, personnellement, j'aime bien mon quartier. Avec toutes les familles, on s'entend très bien. Bravo. Notre histoire, c'est la cité romaine, c'est l'agora, c'est le lieu du politique. Et petit à petit, dans ces lieux-là, effectivement, on a dégradé complètement ce lieu du politique en faisant d'un quartier peut-être une seule allée des fois, 2 allées, 3 allées. Et ça devenait ça le quartier. C'est-à-dire l'image dont pouvaient s'approprier quelques individus pour dire c'est notre territoire et celui-là, attention, ne venez pas dessus parce que ça va chauffer. Bon. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, dans ces quartiers, on est redevenu un peu des vraies cités, après avoir été des cités décriées par le politique et le journalisme. On est revenu des vraies cités parce qu'elles sont, j'ai noté pour reconnaissables, appropriables, respectables et éventuellement belles. Quand ça peut en plus être beau, tant mieux. Cohabitation, elle est reliée à un territoire, à un immeuble, à une cité. Et c'est la qualité de vie sur ce territoire, dans cet immeuble, dans cette cité, qui va faire qu'elle est acceptable, vivable ou pas. C'est-à-dire quand l'immeuble est mal entretenu, quand l'ascenseur marche mal, quand le local poubelle déborde, quand dans la cité, personne ne sait où sécuriser sa voiture, etc., toute la cohabitation va faire apparaître la différence et le différent va devenir dangereux. Et là, le manque de cohabitation sur le territoire qu'on a vécu par exemple avec Cointibaude, au moment où il n'y avait plus un seul adulte sur le terrain
et c'était les jeunes qui avaient piqué le terrain, faisait qu'il n'y avait plus de cohabitation possible entre adultes. Si la cohabitation s'appuie sur un univers déplorable, où on n'est pas bien dans sa peau, où on est pauvre, où on se dit bah oui, ils sont tous comme moi, et ça ne me fait pas rire, et ça ne me fait pas bondir de joie, et je n'ai pas de capacité d'amour par rapport à ça, là la cohabitation devient effectivement le problème essentiel. Je vais dire la chose suivante, c'est que la cohabitation n'est pas toujours difficile à cause de l'intercommunautarité. C'est plus parfois des cohabitations difficiles entre deux familles d'une même communauté ou de certaines familles de même communauté. Donc il ne faut pas toujours incriminer les problèmes communautaires, je dirais. La question que je me pose en écoutant tout ça, je me dis, la cohabitation, pour moi, elle me paraît plus compliquée quand il y a une mixité sociale sur des territoires tels que le Val-de-Saône, que quand on est sur des quartiers vraiment politiques de la ville très importants, tels que Vaux-en-Velin ou Querrieux. Enfin, voilà. Mais de l'extérieur, c'est ce qui nous semble, on semble percevoir. C'est-à-dire qu'il y a une cohabitation plus difficile entre milieux sociaux, donc du coup qui crée de l'exclusion, qui crée de la ghettoisation de certains quartiers, parce qu'il y a cette mixité sociale qui est très présente sur le Val-de-Saône, très importante. Oui, en effet, moi, dans les quartiers, je pense qu'il y a beaucoup de solidarité. Mais il y a une chose, on a peur de l'autre. Et bien souvent, cette peur, on ne connaît pas l'autre. Et on s'aperçoit que quand on fait une action collective avec des personnes différentes, elles ont un thème qui est commun, elles apprennent à se connaître, et petit à petit, elles cheminent et elles s'apprécient. À la qualité aujourd'hui de la cohabitation, où 43 nations, par exemple, sur un immeuble où nous, on a beaucoup travaillé sur l'image positive des gens qui vivent dans cet immeuble, avec tout un travail sur l'énergie des habitants, sur l'énergie de l'immeuble, sur l'énergie de la ville, etc., dans le travail de fresque qu'on a fait sur les Noirettes dernièrement, fait que les 47 nationalités, au lieu de vivre ça de manière tout à fait négative, vivent tout à fait positivement de vivre ensemble dans cet immeuble. On a renversé la problématique de la cohabitation difficile. Et les adultes ont repris le terrain, ont repris pouvoir sur l'environnement, parce que quand les adultes quittent l'environnement, quand les femmes s'enferment chez elles, quand les hommes n'osent même plus aller vérifier si leur voiture va bien, là, effectivement, la cohabitation devient impossible. Mais il faut absolument avoir des occasions comme celle-ci, et en particulier dans les quartiers, les lieux qui sont pour tout le monde, disons, pour toute la famille, doivent bien être investis par toute la famille. Hein, les mamans, les papas, les enfants. Et ça, il faut vraiment éveiller. Je trouve que c'est vraiment un facteur d'intégration. L'intégration, elle se fait par les nouvelles générations, par les jeunes générations en tout cas. Et là, on a des intégrations réussies exceptionnelles. Et pour parler de mon secteur, de mon quartier, je trouve qu'on a aujourd'hui des cadres supérieurs, des classes moyennes, et ce qui est une vue d'ensemble assez intéressante et une intégration pour moi réussie. Alors, bien sûr, il est difficile de demander à des personnes âgées d'abandonner leur tenue vestimentaire, de s'intégrer complètement. Et voilà, c'est un fait qu'on vit tous les jours. Ce qui va favoriser l'intégration des personnes, ça va être aussi l'apprentissage de la langue. Parce que souvent, les personnes, elles se sentent mal ou elles n'arrivent pas à comprendre des mamans par rapport à l'école. Ça va être difficile pour elles parce qu'elles ne parlent pas la langue française. Donc du coup, rien que le fait d'aller rencontrer l'enseignant pour entendre des choses positives ou négatives, quelles qu'elles soient, ça va être compliqué. Sur le quartier où on est, il y a beaucoup de personnes d'origine turque. Enfin, une de nos missions, c'est aussi de rencontrer ces jeunes femmes pour les accompagner vers de l'apprentissage du français, pour qu'elles arrivent à comprendre les codes, qu'elles arrivent à comprendre comment fonctionne l'école, l'administration, qu'elles puissent aussi avoir accès aux droits. L'échec scolaire, la discrimination à l'emploi, moi j'en rajoute deux autres. Le rapport à la police, donc un problème très important dans les banlieues difficiles, et l'image médiatique. C'est-à-dire le fait que les jeunes soient renvoyés sans arrêt à un vol de mobilette, c'est à Vaud, c'est dans le Progrès.
Un vol de mobilette dans le 7e arrondissement de Lyon, c'est pas dans le progrès. Et les jeunes ne sont pas fous, ils le savent. Et ça leur permet de développer à leurs copains, etc., le fait qu'ils existent d'une manière ou d'une autre, et ils existent dans l'univers médiatique. Même si cet univers médiatique ne leur plaît pas du tout. Bon, alors, le problème, le rapport à la police, il est très clair. Quand on discute avec la police des jeunes, la police dit, de toute façon, on ne peut pas discuter avec eux. Ils ont 50 mots de vocabulaire. Donc c'est impossible à discuter. Je peux simplement leur dire ta gueule, mets-toi par terre ou donne-moi tes poignets, etc. Bon, donc ils sont. Et quand un sociologue un peu élaboré vient discuter avec eux, ils disent mais c'est pas vrai. Ils n'ont pas 50 mots, ils ont 500 mots. Donc on ne peut pas commencer à leur mettre sur la tête le fait qu'ils n'ont pas de vocabulaire, qu'ils n'ont pas d'éducation, pour justement se permettre, nous, éduqués, de dire voilà en quoi ils nous embêtent, etc. Donc il y a un problème de changement de rapport à la jeunesse et de leur permettre d'avoir une existence qui soit une existence où ils échappent un petit peu à ces 4 codes, effectivement, qui sont terribles pour vivre aujourd'hui pour des jeunes. Avoir sans arrêt peur d'être interpellé par la police, avoir sans arrêt peur d'apparaître dans le journal auprès de sa maman ou de ses copains. Voilà, bon. Il y a aussi un problème avec lequel on doit faire le lien, c'est l'habitat des grands quartiers. Je m'explique. Moi, j'ai habité ces quartiers dans les tout débuts à la Duchère, dans ces immenses bars que tout le monde connaît. Et ces bars sont faits de la manière suivante, c'est que tous les petits appartements sont empilés les uns sur les autres. Les F5, c'est pareil. Et quand vous avez 15 étages de F5, vous avez dans ces F5 des grandes familles, et avec notamment beaucoup d'adolescents, beaucoup d'enfants, et qui se retrouvent très facilement au pied de l'ascenseur, au pied de l'immeuble, et vous avez des squats qui se font automatiquement. Et lorsque dans l'équipe ou dans la bande, il y a quelques jeunes qui sont un peu malveillants, c'est sûr que c'est très facile de voir toute une bande se désorganiser et faire les mêmes méfaits, les mêmes incivilités. Donc l'habitat est absolument important, on s'en est rendu compte, et moi je suis très satisfait que sur le quartier de la Duchère, on ait démoli ces grandes barres pour réaliser des petits quartiers, des petits immeubles. Et aussi un élément important, c'est la mixité sociale, permettre à des enfants de côtoyer d'autres enfants d'un autre niveau social. Et c'est vrai que c'est le meilleur facteur d'intégration pour l'avenir de ces enfants. Monsieur a raison. Hein. Nous, on avait des allées où il y avait 8 étages, des F6 sur 8 étages. Hein. Ça veut dire que dans certaines allées, on avait 130 enfants, il y a 20 ans. Hein. Donc on faisait tout, on pouvait tout faire dans l'allée en fait. Maternelle, primaire, on pouvait tout faire dans l'allée. Bon, c'était ingérable. Bon, cette situation disparaît de plus en plus. Aujourd'hui, les squats... en ce qui nous concerne, à chaque fois qu'on a un squat d'allée, la première chose qu'on essaye de faire, c'est savoir qui squatte. Il n'y a jamais de squat dans une allée sans qu'il y ait quelqu'un de l'intérieur qui attire l'extérieur. Il y aura un enfant, un fils, une fille, d'une famille de l'allée qui attire. Donc il faut repérer cette personne-là, et puis après ça, aller dire aux parents, écoutez, il faut que votre fils, votre fille arrête d'attirer ses copains dans cette allée parce que c'est pas fait pour ça. 62 familles dans 2 allées différentes admettent depuis 1975 que leurs ados, parce qu'il n'y a pas assez de place chez elles, soient dans les allées. Donc ça provoque du squat, mais de toute façon, les familles sont d'accord. Bon. Alors à chaque fois que je les vois, je leur dis, écoutez, quand vous en aurez marre, hein, vous bougerez. Bon. Et ça se passe très bien dans l'immeuble. Il n'y a pas de problème. Les gens, c'est un code, il y a un code de l'immeuble. Alors, effectivement, les nouveaux, quand ils arrivent et qu'ils voient cette situation, moi je dis aux familles les plus anciennes, expliquez aux nouveaux comment ça se passe, hein, et puis discutez entre vous. Puis si eux, ils appellent la police parce qu'il y a du shit, etc., peut-être que vous allez peut-être vous décider à faire en sorte que ça se tais-toi. Alors nous, avec notre association, on intervient pas avec les jeunes, uniquement avec les parents qui viennent nous voir aux permanences. Et alors, sont venus nous voir toutes une dizaine d'adultes donc, qui habitaient la même allée. Parce que justement, il y avait des squats d'enfants, de jeunes, qui les gênaient, qui les perturbaient. Alors, on a fait intervenir donc un sociologue. Et il est venu 3-4 fois. Les adultes étaient d'accord pour faire un petit groupe. Et il s'est vite rendu compte que, les adultes avaient leur raison d'être mécontents, mais il s'est rendu compte aussi que ça venait pas tout à fait aussi que des jeunes.
Et donc, il est allé voir les jeunes, ce sociologue, il a travaillé un petit peu aussi avec eux. Et en fait, on a eu un bon résultat. Enfin, résultat, c'est pas un résultat, mais on a pu quand même se retrouver adultes et jeunes et s'apercevoir quand même que le regard sur l'autre que l'on a, le fait d'avoir un peu cette idée, il squatte, il fait du bruit, moi je veux dormir, et on reste un peu sur sa position, et du coup, ça a pu un peu débloquer ça. Moi, je trouve qu'il y a de moins en moins de squats, avant, il y avait plein de... il y avait des voitures qui se brûlaient beaucoup, il y avait... mais maintenant, c'est moins depuis le réaménagement de la ville. Les allées sont propres. Non, c'est pas comme avant, 10 ans en arrière. Parce que vous, les femmes, vous avez pris le pouvoir. Oui, voilà. Oui. On a pris le pouvoir depuis... oui, on a pris le pouvoir depuis 20 ans vers Canal Piment et Canal Solidarité. Donc, on les a bien éduqués, on les a montré comment ils font. Même, ils ont créé des snacks à côté. Avant, ils faisaient n'importe quoi. Mais là, ils ont créé des trucs pour travailler, pour s'occuper. Et là, je vous assure, c'est de moins en moins. Vous savez, en tant que médecin généraliste, on est une vraie tour d'observation sur un quartier et on voit toutes les communautés, les couches de population, tout ce qu'on peut observer dans la vie de tous les jours. Les incivilités, je dirais, c'est parfois le fait d'une dizaine de personnes dans un quartier et un seul quartier. Parce que faut pas croire que tous les jeunes tournent mal comme ça. Moi, j'ai l'exemple de certains jeunes de familles d'immigrés turcs qui sont aujourd'hui dans des écoles supérieures. Beaucoup d'enfants ont fait une réussite scolaire exceptionnelle. Et je crois que on en dit beaucoup, mais c'est surtout le fait, ces incivilités sont surtout le fait de certains groupuscules et qui vont parfois jusqu'à faire leur incivilité dans d'autres quartiers. Les mêmes jeunes sont capables de faire leur coup sur un quartier, de faire le lendemain sur un autre quartier, de revenir. Et ça s'est vu, et je peux vous assurer que c'est fréquent, cette histoire. Des anciens jeunes de la Duchère qui ont été déménagés sont capables de revenir pour faire leur méfait, mais connaissent parfaitement le quartier, savent comment disparaître très rapidement et ne pas se faire attraper. Mais sinon... dans la réussite scolaire des jeunes, c'est un élément extrêmement important et qu'il faut souligner parce qu'il y en a quelques-unes quand même et qui sont rassurantes pour la vie de ces jeunes dans les quartiers. Donc moi, je m'occupe effectivement d'une association où on a aussi travaillé beaucoup avec les jeunes et notamment sur l'échec scolaire. Donc avec le collège Valdo, on prenait en charge justement effectivement les collégiens pour essayer de travailler un peu tous ces aspects de comportement, d'incivilité, etc. Et c'est vrai que moi, j'aimerais, ce qui serait aussi, je pense, intéressant, c'est que l'éducation nationale, en fait, arrive à travailler avec les associations de terrain et les familles. Nous, l'accueil de loisirs Lorca est un accueil de proximité puisqu'il est situé vraiment dans le quartier de la Thibaude, donc au pied des tours. Donc c'est vrai que ce sont des enfants du quartier. Bon, après, on est ouvert sur tout le secteur de Vaux-en-Velin. D'autres enfants peuvent venir de toute la ville, mais on a principalement des enfants du quartier. Donc c'est vrai que nous... On retrouve des enfants qui viennent le soir, en périscolaire, le mercredi, les vacances. Donc pour nous, en tant qu'équipe d'animation, directeur, on a vraiment cette volonté de faire découvrir aux enfants d'autres choses, de les ouvrir à d'autres choses que le quartier où ils sont malheureusement très souvent pour des problèmes de moyens familiaux. Mais du coup, c'est vrai que nous, le retour que nous avons des parents, c'est que il y a un manque de place. Voilà, les parents nous disent « Ah, mais on voudrait mettre plus souvent nos enfants, mais un manque de place ».